I am Elizabeth. I'm Elizabeth Kouaovi, and I wish you a warm welcome to this WHO Africa media briefing, which is taking place in collaboration with the APO Group. So welcome to the journalists, and first some housekeeping. You can choose the language of your choice by clicking on the icon, the globe icon at the bottom right of your screen, and select your language. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Kouaovi. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui se tient en collaboration avec le groupe APO. Tout d'abord, quelques questions pratiques. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en cliquant sur le globe, l'icône en forme de globe qui se trouve en bas à droite de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Joining us today from Brazzaville is Dr. Matshidiso Moeti, WHO Regional Director for Africa. And good morning, Dr. Moeti. I will let Dr. Moeti introduce our other panelists. Thank you. Good morning and good afternoon. Bonjour, bon dia to all the journalists joining us and to everyone watching online. Today, we'll provide an update on the COVID-19 situation in Africa and outbreaks of Marburg and Ebola in Guinea and Cote d'Ivoire, respectively. I'm very pleased to be joined for this conversation by the Honorable Dr. Remy Lama, the Minister of Health of Guinea-Conakry, and by the Honorable Dr. Pierre Dimba, the Minister of Health of Cote d'Ivoire. Bienvenue, Monsieur le Ministre. So first on COVID-19. There have now been more than 7.3 million cases on the African continent, and 184,000 people sadly have lost their lives. After several weeks of steep increases, we're now starting to see a leveling off of the third wave on the continent taken as a whole. However, the situation remains very fragile. More countries are reporting variants of concern, with the Alpha now in 44 African countries, Beta in 39, Delta in 30, and the Gamma in 4 countries. While it took 8 months for Alpha to spread to 30 countries, the Delta has done so in half of that time, only 4 months, and is now the dominant variant in most countries. Vaccine coverage, unfortunately, remains low, with only 2% of Africans being fully vaccinated against COVID-19. But there's hope as vaccine shipments pick up pace with the COVAX facility, delivering almost 10 million doses to Africa so far in August. That's 9 times what was delivered in the same period in July. We are hopeful that COVAX shipments will keep ramping up to reach 20% of Africa's population by the end of this year. And coupled with deliveries from the African Union and bilateral deals, WHO's hope for target of vaccinating 30% of people by the end of the year is still within our reach. Yet, just as our efforts seem to be taking off, Africa is encountering headwinds. Moves by some countries globally to introduce booster shots threaten the promise of a brighter tomorrow for Africa. As some richer countries hoard vaccines, they make a mockery, frankly, of vaccine equity. High-income countries have already, on average, administered more than 103 doses per 100 people, whereas in Africa, that number stands at 6. Failure to vaccinate the most at-risk groups in all countries will result in needless deaths. We say this every week, and it cannot be repeated enough. It will also contribute to conditions where the virus will very likely mutate further and could ultimately delay the global recovery from this pandemic. On the spread of COVID-19 in Africa, rapid and determined action from governments and people in a number of Southern African countries, for example, has led to a drop in cases. This shows that public health measures, and only where absolutely necessary, restrictions save lives and protect health systems and economies. 9 out of 23 countries experiencing a resurgence are in West Africa. Guinea-Conakry, for example, is experiencing rising cases. Cote d'Ivoire was added to our list of countries with cases surging last week, and Benin was added this week. Testing rates have been low in most countries in West Africa, mainly focused on travelers.
I'd like to encourage all countries to urgently reinforce the public health and preventive measures, including testing, to understand where the virus is circulating and to inform action to protect communities. As WHO, we've assessed the functionality of health systems in West Africa is 21% lower than in Southern Africa. So we can expect the pressure of COVID-19 to hit these countries' systems harder and faster. To prepare for further increases, capacities to manage cases need to be urgently stepped up. The outbreaks of viral hemorrhagic fevers, Marburg and Ebola, at a time when COVID-19 cases are rising in a number of West African countries, highlights the multitude of challenges countries are facing in parallel to the pandemic. It also points to the critical importance of sustained investment in preparedness and the resilience of national health systems. The case of Marburg reported in Guinea is the first such case to be reported in West Africa. As WHO, we've assessed the risk of spread as high at that national level and across the African region, considering the porous borders and fragile health systems in the countries. We will hear more about the situation and the strong response Guinea has mounted from the Honorable Dr. Lama. On the Ebola outbreak in Côte d'Ivoire, or the Ebola case, I should say, this is the country's first confirmed case of Ebola since 1994. The patient is a Guinean national who traveled to Côte d'Ivoire from Guinea and within hours of arriving in Abidjan was admitted to a hospital. So in fact, this affects both countries. She is currently receiving treatment in a hospital. For several years, the government of Côte d'Ivoire, supported by WHO and partners, has worked hard on reinforcing preparedness capacities, and these investments have been leveraged rapidly to launch the response. I want to appreciate the remarkable solidarity between neighboring countries. 5,000 Ebola vaccine doses were sent to Côte d'Ivoire by Guinea, which receives the doses with support from WHO. Experts have been deployed to support the rollout. Vaccination of high-risk individuals started just 48 hours after the outbreak was declared. The Ebola vaccine is a critical tool in the fight against the virus. The speed with which Côte d'Ivoire has ramped up vaccination is remarkable, and Minister Dimba will share more details on the response activities. In both Guinea and Côte d'Ivoire, our WHO representatives and local teams are on the ground leading technical assistance and coordinating partners. In addition, we have so far deployed almost 20 experts to support in all response areas, including testing, contact tracing, community mobilization, and treatment, with more experts arriving this weekend. We are enhancing cross-border surveillance in neighboring countries and have released an initial $1 million to kick off both response operations. In closing, I'd like to appreciate the determined leadership of both Guinea and Côte d'Ivoire in responding to these new outbreaks while dealing with the concurrent threat of COVID-19. The African region faces more infectious disease outbreaks every year than any other WHO region. Major investments by governments and donors are needed to ensure these outbreaks are continuously prevented, detected, and contained quickly to safeguard national and global health security. So I look forward very much to our conversation today, and I thank you once again for having joined us. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Moeti. I would like to turn to Honorable Dr. Rémi Lama. Dr. Lama, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que la Guinée parvient à gérer ce double défi, d'une part de la COVID-19 et d'autre part de la crise de fièvre hémorragique à Marbourg? Merci bien. Bonjour, Dr. Moeti. Merci pour cette invitation. J'aimerais aussi saluer mon homologue ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire, M. Pierre Ngou-Dimba, ainsi que tous les acteurs qui contribuent à la réalisation de cet événement. Mesdames et Messieurs, Excellences, les 2 dernières semaines ont constitué pour la Guinée un vrai défi. En Guinée, nous avons affaire à une épidémie de maladie à virus Marburg et au suivi des contacts pour un cas d'Ebola qui proviendrait probablement de la Guinée et est traité en Côte d'Ivoire. Nous avons affaire à tout cela dans un contexte
de résurgence de la COVID-19. Le nombre de cas a augmenté depuis début juin et cette vague est la pire que nous ayons connue. Ces multiples épidémies mettent nos services de santé à rude épreuve, mais grâce au soutien de l'OMS et de ses partenaires, ainsi que les enseignements tirés de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et les améliorations apportées depuis, nous ripostons à ces épidémies de façon efficace. Nos intervenants sanitaires ont remarqué des symptômes suspects et ont rapidement effectué un test pour Marburg, qui a été également confirmé à l'Institut Pasteur de Dakar, même si aucun cas n'a été vu en Afrique de l'Ouest auparavant. C'est grâce à eux et aux formations qu'ils ont reçues que l'épidémie a été identifiée si vite et que nous avons pu enclencher la riposte immédiatement. Jusqu'à présent, mesdames et messieurs, les équipes suivent 172 contacts par jour en examinant de possibles symptômes. Pour l'heure, aucun autre cas de Marburg n'a été signalé. Nous sommes pleinement engagés dans le renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections, dans la détection des cas et dans la sensibilisation du public à la maladie à virus Marburg. En même temps, nous avons commencé à nous concentrer sur la possibilité d'une nouvelle épidémie d'Ebola. Nous avons souvent offert un soutien à d'autres pays lorsqu'ils faisaient face à une épidémie d'Ebola. Dans le passé, nous avons envoyé nos experts soutenir la RDC qui faisait face à des épidémies. Nous faisons de même pour nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Dès que nous avons entendu qu'un cas confirmé a été signalé à Abidjan, nous avons donné 5000 doses de vaccins et 50 traitements par anticorps monoclonaux. Nous les avions reçus avec l'aide de l'OMS et ses partenaires pour lutter contre notre propre épidémie d'Ebola. Et ces traitements sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi envoyé 5 experts de la vaccination afin de soutenir la campagne de vaccination qui a déjà commencé de ce côté. De par notre expérience acquise lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, nous savons combien il est important de collaborer avec nos voisins. Nous avons mis en place des voies de communication pour nous assurer de partager des informations avec les autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous ne pouvons pas oublier l'impact que la COVID-19 a sur notre population, en particulier à Conakry, où la plupart des cas sont concentrés. Au cours des 4 dernières semaines, nous avons enregistré en moyenne 115 nouveaux cas par jour et notre taux de mortalité très élevé de 2,8% au cours du dernier mois est aussi préoccupant. En moyenne, environ 21 personnes ont perdu la vie à cause de la COVID-19 chaque semaine au cours du dernier mois, et ceci est bien trop. La vaccination est en cours et avec chaque injection, nous contribuons à la réduction de la transmission. À ce titre, j'aimerais vous remercier très sincèrement, Dr Moeti, ainsi que le COVAX et nos partenaires bilatéraux, et particulièrement le gouvernement de Guinée à travers le chef de l'État et de son Premier ministre, pour aider à rendre les vaccins accessibles à la population de Guinée. Et je vous remercie pour votre aimable attention. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre. Merci infiniment. Je vais me tourner vers la Côte d'Ivoire. Alors, on nous informe que Monsieur le ministre a été appelé par le Premier ministre pour une réunion d'urgence, mais que nous avons au cadre du ministère qui le remplace. Est-ce que la personne qui est là au nom du ministère
peut allumer son micro, sa caméra, se présenter. La Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, je suis le professeur Mamadou Samba, directeur général. Voilà, nous vous voyons à présent. Merci. Nous vous écoutons, professeur. Voilà, bonjour, je suis le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Je représente momentanément monsieur de la santé qui vraiment s'excuse, a été en dernière minute appelé à la primature pour une réunion d'urgence. Donc, je me ferai fort de transmettre le message. Je suis également avec le professeur Eolier, qui est le porte-parole du comité de veille, à qui je passerai la parole, également professeur Dosso, qui est responsable de la biologie. Je voudrais remercier, au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la protection universelle, M. Pierre Nimba, remercier l'OMS pour cette conférence de presse qui est importante dans la mesure où elle permettra de clarifier certains points et surtout d'échanger avec nos partenaires guinéens. Concernant la maladie à virus Ebola, nous avons enregistré 52 836 cas, dont 51 747 guéris. Malheureusement, nous avons enregistré 369 décès et nous avons aujourd'hui 720 cas actifs. Il faut dire que la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire a été plus ou moins contenue. Non, Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? On vous entend parfois un peu, voilà. D'accord, je vais parler de la Covid plutôt, au lieu de parler de Ebola. Vous savez, les épidémies s'entrechoquent. Donc, nous avons détecté 52 836 cas de Covid, dont 51 747 ont été guéris. Et nous avons eu malheureusement 369 décès, qui donne un taux de létalité environ de 0,7-0,6. Et nous avons 720 cas actifs. Je voudrais dire que la COVID-19 a été plus ou moins bien contenue. Nous attendons cette troisième vague avec beaucoup d'appréhension. Les équipes techniques sont prêtes. Nous avons fait en sorte que le dispositif sanitaire soit disponible au niveau des différentes régions sanitaires et notamment à Abidjan avec la production de d'oxygène dans nos différents centres hospitaliers. Notre maillage aussi a permis une vaccination. Il faudrait dire qu'au début, la vaccination était résistante en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, nous avons pu vacciner, nous avons pu administrer 1 250 000 doses de vaccins, à la fois des vaccins AstraZeneca, Sinopharm et aussi du Pfizer. Ceci, c'est pour le point de l'activité que nous avons déçue dans le cadre de la vaccination à la COVID. C'est la disponibilité des vaccins, car la population aujourd'hui demande de la vaccination contre la COVID-19. Concernant la maladie à virus Ebola, je vais passer la parole au professeur Eolier Serge, qui est le porte-parole du comité de veille, qui est celui qui pourra donner les éléments précis à ce sujet. Professeur Eolier, si vous êtes en ligne, si vous avez la parole, je me permets de vous la passer. Merci beaucoup, professeur Samba. Bonjour, Excellence, monsieur le ministre de la Santé, docteur Moeti, bonjour à tous les panélistes. Je vais prendre la parole au nom du comité de veille pour donner quelques précisions sur le cas de maladie à virus Ebola que nous avons reçu. Le premier point, c'est de savoir dans quel contexte nous avons diagnostiqué ce cas. On est dans un contexte d'alerte dû au cas de fièvre de Marburg survenu en Guinée. Et c'est dans ce contexte que nous avions diffusé à toutes les urgences médicales une définition de cas de fièvre hémorragique. C'est ainsi que nous avons été alertés pour un cas de fièvre hémorragique survenu aux urgences médicales du CHU de Cocody, d'une dame originaire de Guinée qui était arrivée par car la veille. C'est ainsi que nous avons, nous on suspectait plus un cas de Marburg qu'un cas de virus Ebola. Et nous avons eu la désagréable surprise de diagnostiquer ce cas de fièvre à virus Ebola. Nous avons rapidement isolé au service des maladies infectieuses et tropicales, dans nos centres de maladies
de traitement de maladies à potentiel hautement épidémique, qui est la conséquence de ce que nous avions mis en place suite à l'épidémie de virus Ebola en 2014. Tous les pays s'étaient mis en système de préparation. Nous sommes en alerte permanente. Les points que nous faisons en général sont les points sur l'état de santé de la patiente. Je peux rassurer tout le monde, elle va bien mieux. Elle est en deuxième phase de sa maladie parce qu'elle a été malade depuis entre le 9 et le 10 août. Lors de son parcours, je peux retracer son parcours brièvement. Elle est partie de la Belle le 8 août. Elle a séjourné à Marela en Guinée où elle a dormi dans une mosquée. Le 10 août, elle a passé la nuit à Nzéro-Gorée, de la nuit du 9 au 10 août. Elle a eu des vomissements et une diarrhée. Et ensuite, elle est passée en Côte d'Ivoire où avec 70 personnes, ils ont pris un cas, dont 33 sont arrivés à Abidjan et le reste est disséminé. C'est parti dans toute la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est important de souligner cette répartition dans toute la Côte d'Ivoire des personnes contact de cette personne dans le cas. Ça rend compte de la difficulté pour le contact tracing de toutes ces personnes, d'où l'importance de la collaboration que nous devons avoir, aussi bien dans le pays qu'avec les partenaires de Guinée, aussi les partenaires techniques dont l'OMS nous appuie depuis le suivi des contacts. C'est notre principale difficulté aujourd'hui, le suivi des contacts. Et on sait que c'est une communauté particulière, mais nous sommes en train de nous battre pour le suivi des contacts. Et à ce jour, nous avons isolé les contacts les plus proches. Ce ne sont pas les contacts réellement de la patiente de celui dans les cas, mais il y a eu les soignants qui étaient en contact avec elle lors de son séjour aux urgences médicales avant le diagnostic. Et il y a eu sa famille proche qui l'avait accueilli lors de son arrivée à Abidjan. Parmi les contacts, c'est important que le souligne, il y en a 2 qui sont les convoyeurs qui sont déjà repartis en Guinée. Nous allons donc donner les informations à nos partenaires de la Guinée pour qu'on puisse aussi les suivre en Guinée. C'est important de souligner cette collaboration transfrontalière. C'est ainsi que le ministre s'est rendu hier au poste frontière avec le ministre de l'Intérieur pour sensibiliser les soignants, la communauté. On a besoin d'une mobilisation communautaire pour contrôler ces échanges transfrontaliers dans un contexte de fermeture des frontières terrestres dû au risque sanitaire entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et là, il soulignait la porosité de nos frontières. Le troisième point pour lequel la collaboration est importante, c'est la vaccination. Je crois que le ministre Lama a souligné le don, et même Dr Moïti aussi, le don de 5 000 doses de vaccins de Guinée, réparties en 2 000 doses de vaccins Merck pour la vaccination des contacts et des contacts proches de ces contacts, des cas contacts, ainsi que des vaccins Johnson & Johnson pour les autres indications. Nos collègues de Guinée, les spécialistes de la vaccination, nous ont donné des recommandations et avec l'OMS, nous travaillons déjà sur la vaccination de ces premiers contacts, qui sont les contacts médicaux, et nous avons commencé à vacciner les contacts des proches de la patiente. Mais encore, c'est vraiment assez difficile qu'on retrouve les autres contacts de la communauté guinéenne qui est rentrée en Côte d'Ivoire. La vaccination se passe bien, pas beaucoup de problèmes de tolérance, elle se passe. Nous avons réactivé notre dispositif d'alerte et nous avons déjà eu 3 cas suspects, mais qui ne sont pas réellement des cas suspects, des cas de diagnostic de maladie avec Ebola était efficace. Pour le séquençage de la souche isolée, professeur de en collaboration avec des partenaires extérieurs pour pouvoir envoyer l'extrait pour pouvoir faire le séquençage. On devrait avoir la réponse la semaine prochaine. Merci pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. Merci infiniment. Alors, madame, oui. je voudrais juste dire que le professeur Dosso, qui est responsable de la biologie également en ligne, elle pourrait nous dire un mot sur le virus trouvé et le séquençage qui est en cours. Oui, bon, nous avons beaucoup de questions des journalistes. Donc, si le professeur pouvait être très brève pour que nous puissions donner l'occasion aux journalistes de poser plus de questions. Okay. Merci. Vous m'entendez? Oui. Okay. Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette
visioconférence. Je voudrais juste donner quelques informations. Je serai très brève. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est toujours en alerte vis-à-vis de ces maladies-là. Et je voudrais remercier l'Institut Pasteur de Guinée que je viens d'avoir au téléphone et qui m'a informé que d'ici le début de la semaine, ils allaient nous envoyer les nouveaux kits Altona qui discriminent Ebola et Marburg. Je voudrais également remercier l'OMS à Abidjan qui nous a envoyé hier un coffret de GeneXpert Ebola et remercier également le CDC qui a permis de commander, et c'est en cours, des réactifs pour ces différentes fièvres hémorragiques. Cet examen, nous sommes en train de préparer la commande, le colis pour envoyer donc au laboratoire P4 de Lyon l'extrait pour faire le séquençage. Merci à tous. Merci infiniment, professeur. Merci infiniment, professeur. Maintenant que nous avons entendu tous nos panélistes, now that we have heard all the panelists, I will give the floor to the journalists, and we have a certain number of experts. In addition to, of course, Dr. Moeti, we have Dr. Fiona Baraka, who is a program manager for emergency preparedness. We have Dr. Georges Kizerbo, WHO representative in Guinea, and Dr. Jean-Marie Ameogo, WHO representative in Côte d'Ivoire. So without too much ado, I would like to turn to Dr. Moeti for a first question from AP, from Kara from AP. Dr. Moeti, are the COVID booster shots approved by the United States, are they being taken from the vaccine stocks that would have been donated to African and other countries? And what is your reaction to the growing support for booster shots in richer countries? Thank you very much. That's a very important question. I'm not able to, with any accuracy, respond to the question. So will these booster shots be taken from the supply that had been committed for donation to African countries? Hopefully not. But in general, as I've already expressed in my introductory statement, as has also been expressed by the Director General of the World Health Organization, we are concerned that in this already highly inequitable situation in terms of access to vaccine supplies for Africa, the demand by wealthier countries who are able, first of all, to produce the vaccines and who are able and who have already reserved supplies of vaccines, which in several cases are over the number of people that they have in their territories, will further limit access by African countries, either through COVAX, by the countries themselves and the African Union, to vaccine supplies in the world where we continue to have major difficulties and challenges in terms of the production capacity. So our plea continues to be that, having vaccinated the proportions of the overall population in countries, 60% in some wealthy countries, 50% in other wealthy countries, lots of efforts being made to persuade people to come and get the vaccines that are available. While on the other hand, we have African people waiting for supplies to be delivered where the coverage in terms of full vaccination is at around 2%, that this really be rethought. First of all, that the scientific evidence to support the need, the urgent need for a booster dose be really strong. I think if we're really going to translate into action the frequently expressed global solidarity, we have urged in WHO that if there are difficulties, let's find a way of sharing the difficulties equally. We believe that having had a significant proportion of the most vulnerable people vaccinated in the wealthiest countries, we really should put the emphasis on ensuring that we make some progress to vaccinate more people on the continent that is
so lacking in coverage and vaccination. And we have a combination. It's being said by leaders, political leaders, scientific leaders in many countries that we will need to continue to combine vaccines with public health measures because of the emergence of variants. And I repeat again, as long as we have the risk that the lack of vaccines or the limitation in access to vaccines in Africa continues, then we share the risk globally together with wealthy countries, poorer countries of the emergence, further emergence of variants that may undo even the good of having a booster vaccine. So we would like to say we encourage really more solidarity, sharing of even larger amounts of doses, opening up and releasing some of the reserved doses to be procured by COVAX, by the African Union, by individual African countries, and we rethink the idea of boosters for the moment. Thank you. Thank you very much, Dr. Moeti. Monsieur le ministre de la Santé de la Guinée, je me tourne vers vous. Et nous avons une question du Daily Express qui vous est adressée. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la fièvre à virus de Marburg, est-ce que l'on peut raisonnablement dire que cette fièvre constitue une préoccupation plus grave, plus sérieuse que Ebola ou la Covid? Parce que actuellement, après tout, il n'existe ni vaccin ni traitement. Et comment estimez-vous le risque de propagation de cette fièvre hors des frontières de la Guinée, Monsieur le ministre? OK, merci bien. Et comme je le disais à l'entame de mes propos, le virus Marburg, nous le connaissions de par sa dangerosité. Mais j'avoue, depuis que l'UNICA a été diagnostiqué, d'abord ce monsieur, c'est quelqu'un qui a développé une démence depuis plus de 3 ans. Pratiquement, il ne vivait pas dans la communauté. Il agressait sur son passage les animaux de brousse, les porcs, et ainsi de suite. Et malheureusement, depuis ça, pratiquement, il ne vivait pas avec son épouse. Et on s'est posé la question de façon bizarre, et certainement du fait qu'il ait vécu avec ces bêtes sauvages dont le corps, comme je venais de le dire, cette noix, c'est là où il a dû attraper ce virus. Et tout de suite, comme je disais, nos équipes ont vu l'expérience qu'elles ont reçue dans la gestion des épidémies antérieures. Et rapidement, les discussions ont été prises à travers le diagnostic qui a été posé et qui a été confirmé du côté de l'Institut Pasteur de Dakar. On a tout de suite essayé de circonscrire les différents contacts. Et là où la surprise est venue, c'est que, comme nous le savons en Afrique, la toilette funèbre a été faite par un certain membre de la famille, mais jusque-là, aucun de ces membres n'a développé des signes en faveur de Marburg. Mais cela n'empêche, comme je le disais, 175 personnes ont été identifiées, elles sont suivies de façon régulière et nous prenons très au sérieux le virus Marburg, comme je le disais, vu sa dangerosité, et nous ne négligeons rien par rapport au suivi de ces contacts. Merci, merci, Monsieur le ministre. Je me tourne vers la Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur de la santé, je n'ai pas retenu votre nom malheureusement, vous allez me le rappeler certainement. Quels sont les défis que pose une épidémie de fièvre à Ebola dans une zone très peuplée et urbaine comme Abidjan? Et qu'est-ce que cela poserait comme défi par rapport à un environnement plus rural, si cela s'était déclaré dans un environnement en milieu rural, tel que c'est le cas pour la RDC? Et est-ce que vous pensez qu'il y a là aussi un risque de propagation hors des frontières, dans la région et au-delà, au niveau international? Bonjour madame. Je voudrais aussi annoncer que monsieur de la Santé et de la monsieur Pierre Emma nous a rejoint après sa réunion de la préfecture. Ah, très bien. Il est avec nous et il pourrait éventuellement répondre à différentes questions. Cependant, il m'a chargé de Bienvenue parmi nous, monsieur le ministre. Bonjour. Et je ne sais pas si je dois vous reposer la question ou... Non, monsieur le ministre m'a chargé d'y répondre. Donc, je dois apporter les réponses, mais également
également le professeur Eolier qui est en charge de cette lutte pourra apporter des éléments. Je voudrais rappeler que mon nom, c'est Mamadou Samba. Merci. D'accord. C'est vrai que les habitudes que nous avons, où l'histoire des maladies à virus Ebola se passe généralement en zone rurale. Donc, nous avons la maîtrise de cette riposte en zone rurale. Le cas que nous avons, il faut le dire, ce n'est pas encore des cas communautaires à Abidjan. La difficulté, comme l'a signalé le professeur Eolier, c'est la recherche de certains contacts qui sont dans une communauté très précise. Il faudrait aussi dire que le risque à différents niveaux. Pour les personnes proches de la malade, le risque est élevé ou même pas très élevé. Ces personnes-là ont été identifiées, isolées, vaccinées et sont suivies. Pour les autres passagers du cas, le risque est modéré. Nous sommes en train de les chercher, ce qui rend difficile la lutte, c'est que les retrouver dans une mégalopole de 4 millions d'habitants, ce n'est pas chose aisée. Cependant, nos services ont circonscrit les zones dans lesquelles ces personnes sont allées, de sorte qu'aujourd'hui, le maillage communautaire est en train de marcher. Comme l'a dit le professeur Olivier, les convoyeurs sont retournés en Guinée. Donc, c'est vrai que l'épidémie en zone urbaine est plus difficile à maîtriser. Cependant, notre cas que nous avons a été circonscrit et nous maîtrisons aujourd'hui tous les tenants de cette lutte. Notre système de veille sanitaire est totalement fonctionnel. Notre surveillance communautaire, même en zone urbaine, a repris de plus belle, de sorte qu'on puisse circonscrire cette épidémie à ce cas isolé que nous espérons. Voici, Monsieur le ministre, les éléments de réponse que je peux apporter à la question. Cependant, les membres du comité de veille ici présents pourraient également, si Monsieur le ministre l'autorise, prendre la parole, notamment le professeur Eolier. Oui, donc s'il n'y a pas, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un complément d'information? Sinon, nous pourrons passer à la prochaine question. Alors, merci. Je n'ai pas voulu tout à l'heure répondre à la question parce que, bon, comme je vous prends en marche, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais enfin, j'ai bien suivi la question. C'est ce que le professeur Samba donc vient d'expliquer. Effectivement, nous n'avons pas voulu prendre le risque, vu que le premier cas a été détecté donc, dans une agglomération assez dense comme Abidjan, où il y a 4 millions de personnes. Donc, très tôt, nous avons voulu vraiment être transparents et communiquer largement pour que, éventuellement, tous ceux qui seraient en contact avec cette malade donc, puissent être identifiés. Je pense qu'il y a eu, comme il a dit, il y a eu un maillage qui a été fait. Ce que nous voulons, c'était donc de toucher précisément les personnes concernées, mais bon, on comprend que la maladie faisant peur, les gens donc, se protègent, mais on a pu vraiment circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes ont été installées. Et donc, les discussions ont été prises donc, pour leur vaccination. Nous avons également mis l'accent sur donc, la veille sanitaire, informer tous nos centres de santé, les structures communautaires, pour que des cas éventuels qui pourraient se déclarer quelque part donc, puissent être indiqués et pris en charge. Donc, ce qui a amené donc, quelquefois à dénoncer des cas peut-être qui sont avérés faux, ce qui est heureux, mais nous sommes vraiment très attentifs et vigilants de façon à ce que vraiment on puisse sortir de cette situation sans un autre cas. Voilà ce que je voudrais donc compléter à la suite. Donc, merci infiniment, Monsieur le ministre, et nous sommes très honorés que vous ayez pu rehausser de votre présence cette conférence de presse. Dr. Moeti, I would like to turn to you. I have a question from Esther Nakazi, reporter from Uganda. Dr. Moeti, what are your thoughts about the fact that vaccines produced in Africa as PEN Pharmacare are now being exported to Europe
when we are still at a meager 2% of Africa's population fully vaccinated? What sort of contracts were signed between the Big Pharma and South Africa? And if other countries start manufacturing vaccines, do you think this kind of scenario can be repeated? Thank you. Yes, thank you. I think the answer specifically is that, you know, at the beginning of all this, as agreements were being made about investment by certain countries in the development, first of all, and then in the production of certain vaccines, we have indeed seen that some of the wealthier countries invested much more in certain vaccines in order to reserve certain supplies, including production capacity. So I think what has happened specifically with the case of the production in South Africa was that this was implementing a pre-agreed agreement. But we have a very intense process in addition of establishing a hub in South Africa with the idea of expanding to other localities relatively quickly to produce vaccines specifically for use in the African countries. So I think within the framework of the ACT Accelerator and COVAX and international agreements, there were some components that were invested in by some wealthy countries, and some of these agreements are now being fulfilled. But at the same time, there is a very intense movement, which I'm very happy to say is being translated into action already, of establishing the hub in South Africa. We know that Rwanda is soon going to follow. We are aware that vaccine is already being produced in Egypt, and this is for use in the African continent. And we are going to see an increase then of the establishment of capacity to produce in Africa for use of the vaccine in Africa. Thank you, Dr. Moeti. We have a question for you from RFI. Do you think, Dr. Moeti, that we can really fear a new Ebola outbreak in West Africa? Sorry, I didn't hear what is the, we can really what? Fear that we can fear a new outbreak of Ebola in West Africa. Yes. I think, as has already been very clearly articulated by the honorable ministers of Guinea-Conakry and Cote d'Ivoire, we have, partly due to the experience of the Ebola outbreak in 2014, 2016, and partly in relation to the preparedness for COVID-19, the situation of capacity in the countries is very different from what happened before. So can we fear outbreaks? I think we must always live with the possibility that there will be outbreaks. We are living in a world where there is interaction between humans and wild animals, as has already been expressed by the minister from Guinea. And our aim and the work that the countries have done is to build up the capacities for preparedness so that any outbreak can be detected early and any outbreak can be controlled early. So my view is that, of course, we are facing very much the prospects of an outbreak and spread of disease from this index case who traveled throughout, as was very well expressed, a long distance from Guinea into an urban area like Abidjan. But everything is being done in order to take action to identify those who may have been at risk. And I think the other advantage is that now we do have tools available to address such an outbreak from the very beginning. Vaccination has already started in Cote d'Ivoire, and a therapeutic has already been shared with Guinea as well to prevent those who are infected from dying. So can we expect outbreaks? Absolutely. This is part of the reality that we're expecting. Do we expect the capacities that have been built up to control an outbreak earlier? This is our hope, this is our determination, and this is what we are working with the governments, with other partners to do throughout the region, and in this case, in Guinea and in Cote d'Ivoire. Thank you very much, Dr. Moeti. Je me tourne vers Monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire. C'est une question de l'Anne de Bassompierre de Bloomberg. Monsieur le ministre, comment est-ce que le système de santé parvient à supporter, à tenir face à la pandémie de COVID-19, doublée d'une épidémie de Ebola et en plus de la grippe aviaire?
En effet, je pense que le système de un petit santé. peu, oui, faire face à 3 épidémies en même temps, donc notre système de santé, c'est assez éprouvant, mais je pense que Dr Moïti vient de le dire, hein, je pense que l'expérience du passé a permis donc de bâtir un système de santé préparé qui a été renforcé ces dernières années pour faire face donc, à ces épidémies. Donc, concernant donc, la COVID, depuis l'annonce du premier cas, donc, il y a eu un plan de riposte qui a été adopté avec le soutien donc, des partenaires et l'ensemble donc, des acteurs travaillent de façon régulière regroupés au sein d'un conseil, un comité de veille, chapeauté au sommet donc, par le Conseil national de sécurité pour prendre des décisions, aussi bien donc, pour donner donc, les moyens logistiques nécessaires, mais également pour donc, prendre des mesures pour limiter donc, la propagation du virus. Ces derniers temps, quand nous avons constaté qu'il y a une légère hausse donc, des cas positifs, on a renforcé donc, le contrôle aux frontières, notamment à l'aéroport, pour donc, éviter que cette situation flambe. Au niveau de la prise en charge, des investissements importants ont été faits. Il faut le dire, que ce soit à Abidjan, où on a quand même plus de 95% des cas de Covid, ainsi que dans les autres régions, pour prendre en charge promptement et immédiatement donc, les cas donc, détectés et réduire donc, le taux de létalité. Donc, je pense que ce système-là fonctionne correctement, les professionnels sont vraiment aguerris et ils prennent soin donc, de leur travail, et c'est ce que nous constatons. Maintenant, donc, la crise de Ebola, on en a parlé, c'est arrivé, mais ce qu'il faut remarquer, c'est la promptitude donc, et la réactivité donc, du système pour non seulement identifier le premier cas, mais prendre en charge donc, la malade. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et tout ce qui a été fait, elle va mieux. Mais également toute la démarche et la stratégie mise en place pour donc, identifier les cas contacts pour éviter que cette maladie se répande et que ça devienne donc, une contamination communautaire. Donc, ça montre bien que le système est assez robuste, même si nous devons donc rester vigilants et continuer donc, de renforcer notre système. Mais je pense que ça fait les preuves de ce que nous sommes préparés à réagir. Concernant la grippe aviaire, effectivement, nous venons donc de connaître un cas avec mon collègue en charge donc, des ressources animales. Nous sommes en train de le gérer. Ce qu'il faut, c'est déjà de circonscrire cette crise au niveau donc, de la ville de Bassam où nous avons constaté cela. Et puis, donc, prendre des mesures pour éteindre définitivement cette épidémie. Donc, c'est vrai que ça fait trop pour un même pays, mais bon, nous avons l'avantage d'avoir essayé par le passé avec ce qui se passait autour de nous, donc de construire un système et de bénéficier également donc, de l'appui des partenaires pour se préparer donc, à réagir. Donc, ça montre que progressivement, nous sommes en train de bâtir un système qui peut être résilient et faire face au choc des épidémies. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Nous avons en ligne Maggie Fick de Reuters. Maggie, are you online? Are you on the call? Yes, good afternoon. This is Maggie Fick from Reuters. Can you hear me, please? Yes. Can you Great. tell us who you are addressing your question to? Yes, this question is for Dr. Moeti of the WHO. My question is, I'm sure you saw the New York Times report 3 days ago that Johnson & Johnson vaccines being manufactured in South Africa are now being exported to Europe. We'd be interested in your response on this issue. In the article, it was also reported that South Africa said it had no leverage. The government was not given any choice but to sign the contract allowing for the vaccines to be exported. Do you have any comment on this issue? Yes, I thought that I partially answered that question because, and really, I think one would simply have to take what the South African government says has been a condition as what has been the fact, that this was part, presumably, of the investment in the vaccines development and production by some of these countries with the company. What we certainly would hope is that even if there is such an agreement,
on initial supplies being exported to Europe based on an agreement. The reason that this production facility is in South Africa would also be that at some point, some of the vaccines produced there would be availed to South Africa and to other African countries. I would certainly imagine that is what the South African government would wish to do, and that is certainly what we in WHO would wish to see as part of the movement towards improving production capacity on the continent, which would serve the needs of the continent's population. Thank you, Dr. I suppose a comment could also be, in addition to recognizing this reality, we are urging wealthier countries that have supplies that sometimes are even more than their population numbers to increase their donations to African countries that have been so disadvantaged in terms of access to vaccines. And I think no better example could follow this than of vaccines that are actually being produced on the African continent. So our request, our urging, our advocacy would be for the countries concerned to consider donating some of the vaccines that are produced in South Africa to be delivered to African countries, as well as to serving their needs in Europe. Thank you very much, Dr. Moeti. I understand Stella would like to take the floor to ask a question. Stella? Oh, yeah, it is Paul using Stella. Paul. Sorry, Paul. Yeah, so thank you very much. So I have a question for the minister and Dr. Moeti. The Parrot Beak area has a tendency for emerging infections, but it seems like the One Health approach is a long-term solution, with urgent priority being on rolling out vaccines and public health measures. So how are the government and the WHO quickly dealing with human interactions with animals and environment that are of high risk, activities like agriculture and logging in the area? And is WHO doing anything to accelerate One Health approach in Africa? Then I also have a follow-up question on this issue of vaccine production. African countries have actually been the ones driving this local production, but it seems like business experts recently said that Africa is able to meet its vaccine needs locally if the demand is there. Is the WHO willing to promote local production by going beyond just creating hubs to actually ordering made in Africa vaccines to boost local production? Thank you very much. Thank you. I didn't hear the last part. Okay, I thought he asked first the minister this question, and okay. I will supplement and also respond. I couldn't hear the last part of the question. Is WHO willing to do what in terms of local production? Sorry, that wasn't very clear to me. So, okay, the last. We've been switched off. Okay. Oh, yes. I think, okay. A local aspect. Okay, and the production really requires their needs for demand. So my question is the WHO willing to support local vaccine production in Africa by actually ordering vaccines from local manufacturers, not just beyond COVID, for other vaccination programs? So that's okay. My... Monsieur le ministre, une question vous a été adressée. Je ne sais pas si vous avez pu suivre. C'est le ministre de la Côte d'Ivoire ou bien c'est quel ministre? Paul, this question was for the Minister of Côte d'Ivoire or Guinea? We have two ministers on the call. Both, please. Both. So which one first? Okay. Okay. Alors, je voudrais d'abord dire que ce qui arrive, bien que le concept One Health est vraiment pertinent, parce que la preuve a été faite que la plupart des maladies, des épidémies que nous combattons maintenant sont parties donc des animaux. Et après, donc, l'interaction entre les hommes et les animaux donc, a débouché sur certains virus qui aujourd'hui nous posent des problèmes. Donc, il faut qu'en amont, ces questions soient traitées. C'est pour ça qu'au niveau de la Côte d'Ivoire,
nous avons mis en place un cadre de concertation de façon régulière avec les collègues en charge des ressources animales pour non seulement éprouver les méthodes que nous utilisons, mais également être informés régulièrement des défis qui sont les leurs et travailler ensemble. Et je pense que parmi les défis, ce qu'il faut accélérer, c'est surtout au niveau de la recherche que nous devons donc prendre un peu plus de place au niveau local pour anticiper sur ces questions et se préparer à réagir lorsque les crises arrivent, surviennent. Concernant donc, la fabrication des vaccins, effectivement, nous pensons que c'est un réel problème parce que d'abord, nous avons été confrontés à la difficulté vis-à-vis de nos populations d'adhérer à la vaccination. Nous nous sommes investis énormément pour leur faire comprendre que c'était leur chance, une opportunité, et aujourd'hui, c'est chose faite. Mais l'approvisionnement en vaccins est difficile parce que effectivement, le marché international aujourd'hui reste très, très difficile pour l'acquisition des vaccins. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que le chef d'État et le gouvernement ont décidé, c'est peut-être que pour cette crise-là-ci, on va être obligé de se contenter d'aller sur le marché international, ce que nous faisons déjà. Mais pour l'avenir, il faudra donc investir davantage pour qu'une bonne partie des produits que nous utilisons pour la santé soient fabriqués sur notre sol. On a vu que lorsqu'est survenue la crise de Covid, on s'est rendu compte que l'approvisionnement ne peut pas se faire de façon régulière parce que, tout était interrompu. Les compagnies ne pouvaient plus voyager comme par le passé et donc ça a créé beaucoup de dysfonctionnements au niveau du système de santé. Donc, c'est important que nous puissions réfléchir au niveau local, mais peut-être aussi au niveau régional pour que un certain nombre de produits puissent être sur nos espaces et faciliter la prise en charge des patients. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner l'occasion à Monsieur le ministre de la Guinée de dire quelques mots également sur le même sujet. Merci bien, Madame. Effectivement, de la Guinée, nous sommes dans le mécanisme Une seule santé et toutes les dimensions sont prises en compte. Et ceci suscite la question de l'agression de nos écosystèmes. Et voilà pourquoi, dernièrement, le président de la République a pris la décision pour le moment de surseoir à l'abattage ou à l'agression de nos environnements. Et puis, finalement, comme nous le savions, la plupart des épidémies que nous combattons aujourd'hui proviennent de ces animaux sauvages. Et cette plateforme qu'on a mise en place où il y a le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et tous ces départements, nous échangeons toutes les informations, nous agissons ensemble dans le cadre de la gestion des épidémies. Donc, ce mécanisme de santé est très pris en compte et elle marche très bien en Guinée. Merci, Monsieur le ministre. Puisque je suis déjà en train de m'adresser à vous, est-ce que vous avez, c'est une question de Jerving avec le groupe d'EVEX, parmi les 70 personnes qui étaient dans le bus de ce cas d'Ebola, combien ont pu être retracées, identifiées? Est-ce qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un porte-parole? Quel est le nom du porte-parole? Je sais que c'est beaucoup de questions, mais essentiellement, c'est sur le retraçage des contacts de cette personne et particulièrement les personnes qui étaient dans le bus. Oui, je l'ai dit, le défi qui était le nôtre, c'est d'abord dès que nous avons eu des formations du PNECA, c'était de mettre en place une stratégie pour identifier les cas contacts. Les personnes qui ont voyagé avec la malade étaient donc les plus exposées. Et donc, c'est sur ces personnes que nous avons prioritairement travaillé. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, effectivement, avant même cette crise, nous disposons d'un comité de veille qui se réunit régulièrement, donc de façon hebdomadaire avant la crise, et avec des différents spécialistes, des sociétés savantes, pour réfléchir sur ces questions. Et dès que nous avons eu ce cas, donc ce comité a été donc réuni, et aujourd'hui nous nous réunissons de façon quotidienne. Donc nous avons une organisation. C'est vrai que moi, en tant que ministre, je participe à ce comité en président. Nous avons un porte-parole et c'est le professeur
Eolie tout à l'heure qui a pu présenter la situation, qui est notre parole pour ce cas. Et donc, alors, l'idéal aurait été donc de mettre de façon précise la main sur les personnes qui ont voyagé. Mais ce que nous avons fait, c'est que très tôt, avec la collaboration que nous avons eue avec les compagnies, parce qu'il fallait déjà savoir, dès que le but, la malade n'était pas consciente, donc elle ne peut pas donner autant d'informations. Mais nous avons pu, avec la première information reçue, donc faire une des investigations pour identifier déjà la compagnie, immobiliser le cas qui a servi à faire le voyage, mettre la main sur le chauffeur et son apprenti, et à travers eux, donc, nous allons remonter sur les passeurs, donc les convoyeurs qui sont donc ceux qui avaient l'habitude de mener ces activités, donc on avait leur nom. On a essayé donc de quadriller un peu pour voir leur zone d'évolution. Et avec les informations reçues, la chance que nous avons, c'est que c'est la distribution donc, des voyageurs par ville jusqu'à Abidjan. Mais en même temps, nous avons pu caractériser de façon précise des personnes et leur statut. Donc, ce qu'il faut le dire, c'est que c'est africain. Les gens dans la communauté savent qu'il y a des arrivées, mais que quand vous dites c'est telle personne, donc nous on a préféré par accès concentré, essayer donc de resserrer les taux en se protégeant, donc pour se prémunir donc des escalades, donc cette maladie. Donc, les communautés identifiées, les zones où les gens ont atterri, donc ont été donc tout de suite pris en charge, vaccinés, et on espère qu'à l'intérieur, donc les personnes concernées. Alors, les quatre convoyeurs, donc les nouvelles sont partis en Guinée, donc bon, eux, c'est dommage. Hier, moi-même, j'étais avec mon collègue de l'intérieur à la frontière. Là-bas également, donc, il y a tout un travail d'identification qui est en train de se faire, parce que les gens ont reconnu que ces personnes sont passées par là, ils ont même assez nuit, pratiquement, donc assez restauré avant de faire le voyage. Et également, donc, à ce niveau-là, nous sommes en train d'identifier toutes les personnes en contact qui étaient donc dans la proximité de ces personnes pour donc, les vacciner. Voilà donc l'image que nous avons trouvée jusqu'à maintenant. Notre point de vue, je pense que vu la réactivité donc, de notre système, le temps très court qui a permis donc, de prendre en charge tous ces cas, on a de fortes chances donc, de contrôler l'épidémie. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces initiatives visant à juguler la propagation de cette épidémie. Nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Monsieur le ministre, je prends cela comme un mot de fin de votre part. Et je vois que Monsieur le ministre de la Guinée a la main levée. Est-ce que je peux vous demander de répondre et de dire quelques mots de fin dans votre réponse? Merci. Merci bien, madame. Je voulais d'abord d'avance féliciter, encourager les autorités sanitaires ivoiriennes par rapport à dispositions prises d'urgence rapidement circonscrire cette épidémie d'Ebola. Mais par contre, j'ai bien quelques inquiétudes. Et par rapport à l'élaboration du tableau clinique en 48 heures, je suscite des interrogations connaissant l'évolution classique de la maladie. Et également, le diagnostic qui a été posé, je ne sais pas, c'est peut-être erreur de ma part, si ça a fait l'objet de confirmation par un autre laboratoire de virologie certifié, comme le demande la démarche habituelle en la matière. Et par rapport à, qu'on appelle ça, au suivi des 70 qui étaient au bord du véhicule, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure, le ministre de la Santé ivoirienne, c'est le chauffeur et l'apprenti qui sont revenus à la baie et à travers lesquels on a eu d'amples informations. Et comme je le disais également tantôt, nous sommes depuis la gestion, la finalisation de la dernière épidémie qu'on a connue en 2021, nous avons mis en place un comité de veille, de surveillance pour 90 jours. Et cette équipe travaille d'arrache-pied, suit régulièrement tous les guéris, et également la vaccination se poursuit toujours au niveau des électorats. Donc, voilà quelques soucis que j'avais vraiment à évoquer. Et également, pour terminer, je voulais rendre hommage à notre confrère qui est décédé en Haïti et à travers ce séisme, et également remercier l'OMS
par rapport à tous les efforts consentis pour que le corps nous soit rendu afin qu'il mérite tout l'hommage, tous les hommages dus à son rang. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Dr. Moeti, I'm turning to you for a final message. Yes, thank you very much. So I would like to, in giving my final message, also respond to one question that was not, that I didn't respond to. I think it was the question about would WHO then, in addition to supporting countries, also help them by procuring vaccines from local manufacturers or from manufacturers on the continent. And to say that, of course, our role is to do the advocacy, to support technically the work that's going to be done to build the capacity to produce vaccines locally. And we're very much engaged in all the discussions that are going on in establishing hubs for this production in Africa. Our role as WHO is very importantly also the role of supporting the regulatory authority and regulatory authorization of the use of these vaccines. So we are already working. We have a network of regulatory authorities whom we are supporting to share their capacities, to share the development of tools. And this is something that we will very strongly reinforce in our work with countries so that as soon as the vaccines are produced, they are shown to be, through the assessment of these vaccines, vaccines that are efficacious, vaccines that are of good quality, and therefore the countries will be able to buy them. We don't actually procure vaccines as WHO, but we work very closely with the national authorities and also with Gavi, which on behalf of low-income countries also procures vaccines, because the very idea of producing locally is to be able to affordably procure vaccines that are produced from a range of producers, including those that are in Africa. I'd like to also say that we are supporting very much the work on One Health, working with partners like the FAO, the World Organization for Animal Health, and UNEP, because it's a matter of what's happening in the interaction between animals, animal health, and also the environment. And we are reinforcing this work because we recognize that zoonosis, illnesses, infections that cross from animals to humans are very common. And the experience of our countries that are here is a very good experience. I'd like to end again by thanking the honorable ministers of Guinea-Conakry and of Côte d'Ivoire for their leadership, and through them thank the heads of state. I know that both heads of states in both countries and the Prime Minister in Côte d'Ivoire are taking a particular attention and prioritizing these outbreaks and supporting them very actively. I'd like to thank the partners who are also involved, working with WHO, the different agencies, the Africa CDC, the US CDC, other partners, donor countries, for their contribution to this work, current and also in the future. And just speaking of solidarity between countries, I'd like to add my own voice to pay homage to Dr. Ousmane Touré, who has worked with us in WHO. He supported our work in the DRC on Ebola, and we were very happy that he had been working with our American region on COVID-19 in Haiti, and we really would like to express our condolences to his family, condolences to the people and the government of Guinea, condolences to Minister Lemy for the loss of this expert in our network in WHO. And I end by thanking all the journalists for having joined us today, for all the work that you are doing with us to inform the public, to inform policymakers about the importance of the work that is being done on public health on the African continent. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Moeti. We are at the end of this press conference. I would like to thank all the journalists. Keep safe, and tell you that pour les francophones, les journalistes francophones, veuillez rester après le départ de nos panélistes, car nous avons encore des experts qui seront là pour répondre à vos questions. Dr Gilson Paluku, qui est chargé de la vaccination de routine, Dr Georges Kizerbo et Dr Jean-Marie Améogo, représentants de l'OMS respectivement en Guinée et en Côte d'Ivoire, seront là pour répondre à vos questions en français.
Donc, I would like to say bye-bye to our panelists, Dr. Moeti, Dr. Ngun Dimba, and Dr. Lama. And thank you very much for taking part in this press conference and this media briefing. Et aux journalistes francophones, je vous dis à tout de suite pour la suite des questions en français. Thank you very much. Keep safe and bye-bye. See you next time. Si, à bientôt. À bientôt. Thank you. Bonjour et bienvenue, donc, comme il a été dit, à cette session de la partie de la conférence de presse entièrement en français. Nous avons beaucoup de questions, dont la plupart portent sur la pandémie de Covid-19, mais certaines aussi sur Ebola et Marburg. Comme il a été dit, avec nous pour répondre à vos questions, nous avons le docteur Gilson Paluku, qui est donc spécialiste de la vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, ainsi que le représentant de l'OMS en Guinée, le docteur Georges Kizerbo, et le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Yaméogo. J'aimerais commencer avec vous, docteur Kizerbo, par une question de Souleymane Tierno de Guinée News. Voici la question. Quel est le niveau des enquêtes sur les fièvres Marburg et Ebola en Guinée? Y a-t-il des résultats des tests effectués dans le cadre de ces enquêtes? Et ensuite, dans un registre un peu différent, la fermeture de la frontière constatée entre la Côte d'Ivoire et la Guinée est-elle concertée ou s'agit-il d'une décision unilatérale? Docteur Kizerbo, à vous le micro. Merci beaucoup. Concernant les investigations en cours sur la fièvre virus Marburg, un seul cas a été confirmé. Il y a 173 contacts qui ont été recensés, qui sont sous surveillance. Et 5 de ces contacts sont considérés à risque important, mais ils sont tous sous contrôle et sous surveillance pendant 3 semaines, pendant la durée théorique d'incubation. Il n'y a pas eu de cas secondaires dans la zone de Guékédou. Une équipe OMS est projetée à ce niveau pour travailler avec la direction régionale de la santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en particulier sur la veille sanitaire, la surveillance, le suivi des contacts, le travail au point d'entrée, l'engagement communautaire et la communication sur les risques. Nous apportons aussi un appui logistique pour les capacités de prise en charge et de prévention et contrôle des infections. Concernant le cas d'Ebola qui serait partie de l'AB, là aussi l'investigation se conduit conjointement avec les autorités sanitaires et l'OMS en Côte d'Ivoire. 49 contacts sur le trajet ont déjà été recensés et également dans les familles au point de départ à l'AB. Une investigation et une revue documentaire dans toutes les formations sanitaires de la région de l'AB, mais aussi de Zérékoré est en cours. Les gares routières sont particulièrement ciblées et une vaccination préventive est à pied d'œuvre dès aujourd'hui avec l'équipe qui a été déployée hier. Concernant la troisième question, sur les frontières, je pense que nous sommes dans un contexte où un certain nombre de frontières avaient été fermées suite aux états d'urgence décrétés dans certains pays. Mais comme vous le savez, il y a une mobilité aussi qui est informelle, qui se poursuit. Et donc, l'état de veille sanitaire doit être le plus élevé possible avec ces 2 urgences qui ont été gradées respectivement très haut risque pour l'Ebola et aussi haut risque national et régional pour Marburg. Merci beaucoup, Dr Kizerbo, pour ces clarifications, cette réponse très factuelle. La prochaine question s'adresse au représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Yaméogo. C'est une question de Soui Kaofi du média Ebony Today en Côte d'Ivoire. Je vous lis la question telle qu'elle nous est parvenue.
Ma question porte sur ce que les Ivoiriens appellent en ce moment le chantage au vaccin. Il nous a été donné de constater que la somme de 50 000 francs CFA, soit près de 100 $, sont demandées aux personnes désirant obtenir le rappel de leur vaccin contre la Covid, au moment où il y a une pénurie de vaccins. Le gouvernement ivoirien est-il informé de ces situations et le montant officiel est-il officiel? Je pense qu'il est nécessaire de clarifier. Ok, merci. Bonjour à tout le monde et merci pour nous donner l'opportunité d'intervenir. Je pense que cette question devait être posée aux autorités donc, du gouvernement. Donc, mais officiellement, nous, en tant que partenaires, on n'est pas informés de ce que vous venez de dire. Toutefois, c'est noté, je pense que les autorités techniques et au niveau de la gouvernance pourraient explorer davantage et mieux clarifier cet état de fait. Tout ce que nous savons et ce qui est recommandé et que nous avons vu sur le terrain, c'est que la vaccination est gratuite et elle est volontaire. Et nous avons vu sur le terrain un grand engouement pour la demande de la vaccination. Et je pense que c'est ça qui anime. Et au niveau du système des Nations Unies, nous avons ensemble également pu bénéficier des vaccins. Et à chaque fois, le vaccin nous est donné gratuitement et la population adhère de manière volontaire à la vaccination. Ce que je peux dire au nom de l'OMS et partenaires, c'est cela. Mais nous allons encore explorer davantage et voir avec les structures gouvernementales et clarifier également ce fait. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais rester avec vous. Nous avons une question de Traoré Tidiane de la radio Phoenix à Bouaké. Sa question est un peu générale, mais je pense que vous pouvez répondre au niveau de la Côte d'Ivoire. L'Afrique a le plus faible taux de vaccination contre la Covid, et pourtant, par rapport aux autres continents, elle a aussi le plus faible taux de contamination et de décès. Est-ce que le volet environnemental n'est-il pas un frein naturel à la propagation de ce virus? Et pourquoi ne pas changer de stratégie en insistant plus sur les mesures barrières et moins sur les vaccins? Oui, c'est un débat qui est posé et c'est des questions qui reviennent le plus souvent. Pourquoi l'Afrique est-elle moins frappée, si on peut le dire ainsi, en termes de taux de contamination et même le taux de létalité? Et c'est constaté effectivement par nos données de routine. On parle aussi et ça c'est évident, on n'a pas de vaccin et il y a un très faible taux d'immunisation. Alors, tout ceci mis ensemble nous amène à faire beaucoup de recherches donc, pour pouvoir explorer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des recherches qui sont initiées avec les instituts donc, et également l'université Félix Houphouët-Boigny. Et en termes de recherche sérologique, pour voir le niveau d'anticorps dans la population générale et dans les populations également ciblées. Et nous faisons aussi des recherches sur le plan anthropo et au niveau des éléments de communauté. Ça aussi, c'est un protocole qui a été élaboré pour mieux comprendre les déterminants de toutes ces infections-là. Comment on arrive à s'infecter et est-ce que le port ou non, ou respect ou non des mesures barrières contribue justement à limiter l'infection et comment se fait-il que nous n'avons pas assez de sujets infectés. Également au niveau du laboratoire, pour terminer, je sais que les recherches sérologiques et les anticorps sont également en cours au niveau de l'Institut Pasteur pour voir le taux d'anticorps sur les personnes non seulement vaccinées, mais aussi non vaccinées. Et tout cela, à terme, devait nous permettre de pouvoir expliquer un peu la tendance épidémiologique qui est assez particulière pour la région africaine et notamment pour la Côte d'Ivoire. Donc, ces conclusions seront bientôt mises à la disposition des uns et des autres et nous pourrons encore enrichir ces hypothèses donc, de recherche. C'est pour vous dire que le travail se poursuit donc, au niveau de la Côte d'Ivoire pour clarifier justement cette faible endémité, relative faible taux de contamination vis-à-vis également de la vaccination où on n'a pas encore atteint un nombre adéquat. Voilà le commentaire que je peux dire là-dessus. Et c'est que le bureau régional Afro et également mon collègue Kizerbo pourraient également donner des commentaires par rapport à cette question. Merci à vous.
Merci beaucoup. Justement, j'allais me tourner vers le docteur Gilson Paluku, peut-être pour compléter votre réponse. J'en profite aussi pour poser la question de Edem Dadzi, qui est journaliste à Togo Matin, qui affirme en tout cas qu'il se pose aujourd'hui un problème d'efficacité des vaccins, au point que certains pays qui avaient connu un taux élevé de vaccination sont en train de passer à la 3e dose. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Docteur Paluku? Oui, merci beaucoup. Merci pour la question qui est très pertinente. Peut-être pour compléter, monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire, en plus de ce qu'il a dit, en attendant, nous conseillons de continuer à suivre les mesures barrières en attendant les résultats de toutes ces recherches et à se faire vacciner. Et donc, voilà un peu le seul commentaire que je peux faire. Alors, par rapport à la 3e dose, je crois que lors de la conférence qui vient d'être dite, il se pose deux questions, en fait, actuellement. Une question technique et une question éthique. La question technique, c'est que jusqu'à présent, les données à notre possession n'arrivent pas à déterminer le besoin de cette 3e dose, nous disons par rapport à maintenant, et à quel moment donner la 3e dose. Donc, il se pose là une question technique, mais en même temps une question éthique, parce qu'au moment, l'évaluation qui a été faite, c'est que si tous les pays, les 11 pays les plus riches, donnent cette 3e dose, ils auront besoin d'environ 800 millions de doses de vaccins. Et si vous faites le calcul, c'est à peu près le nombre de doses, donc environ 800 millions de doses dont l'Afrique a besoin d'ici la fin de l'année pour vacciner 30% de la population, dont les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus susceptibles à mourir, à savoir les personnes avec comorbidité, les personnes âgées et même les agents de santé. Par rapport aux agents de santé, peut-être je vais terminer par ce commentaire. Vous savez, lorsqu'ils sont atteints, il y a une interruption des services de santé, ils ne sont plus disponibles. Alors, il y a parfois, à cause de cette isolation ou isolement qui peut faire 14 jours, les personnes peuvent mourir parce que l'agent de santé qui est chargé de les soigner est en isolement à cause de la maladie, ou bien il peut y avoir une cause indirecte, c'est-à-dire que ça peut être un pédiatre qui ne vient plus et certains enfants atteints d'une maladie peuvent mourir parce que le pédiatre a attrapé le coronavirus. Et vous savez, dans les milieux les plus reculés, parfois on a un seul médecin pour 100 000, 200 000 personnes. Donc voilà, ce que nous disons, c'est ça la raison éthique. Il faut absolument que les personnes vulnérables, les agents de santé, les personnes avec comorbidité et les personnes âgées soient d'abord vaccinées pour sauver les vies, et permettre à la société de se rouvrir avant de penser à donner cette 3e dose ou dose de rappel ou booster. À vous. Merci beaucoup, docteur. La prochaine question est sensiblement différente, mais concerne toujours la COVID et j'aimerais la poser au docteur Kizerbo. C'est une question de Gouan Moussa Koné de Radio Énergie FM à Danané, en Côte d'Ivoire, qui dit « Voici, l'Afrique de l'Ouest est sujette à plusieurs crises sanitaires en ce moment, dont la COVID-19. Les écoles s'apprêtent à rouvrir. Est-ce qu'il n'est pas à craindre une vague de contamination dans les écoles? Et surtout, quelle stratégie de communication pourriez-vous conseiller aux radios locales pour sensibiliser les enseignants à se faire vacciner massivement? Docteur Kizerbo, peut-être? Oui, merci pour cette question qui est extrêmement importante. La communauté scolaire et de l'enseignement a été durement affectée à travers le monde avec des centaines de millions d'enfants et d'éducateurs qui ont subi
l'impact et aussi en termes d'absentéisme. Cela a amené à adopter des approches innovantes, en particulier toutes les approches de téléenseignement, de e-learning. Et donc, à l'approche de la rentrée, ces questions se reposent. Ce qu'il est recommandé, c'est qu'effectivement, la collectivité, la communauté scolaire et de l'enseignement prennent les mêmes mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires, le gouvernement et l'OMS, pour assurer que ce retour se fasse dans les conditions les plus sécurisées possibles. On a eu un test en grandeur nature avec les examens de fin d'année, le BEPC, le bac, l'entrée en 6e, où on a vu, par exemple, en Guinée, qu'un dispositif rigoureux a permis de sécuriser ces examens là où des centaines de milliers d'écoliers, d'élèves et leurs encadreurs ont pu faire ces sessions. Donc, il y a une certaine expérience et une certaine capacité qui existent, mais il est important, comme vous dites, à travers tous les canaux de communication, en particulier les radios locales, les médias de proximité, les leaders communautaires, les influenceurs dans toutes les communautés, de passer ces messages-là et aussi de sensibiliser les familles afin que les enfants soient protégés dans leur apprentissage. Merci beaucoup, Dr Kizerbo. Dr Jean-Marie Yameogo, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce même sujet? Non, pas particulièrement. Je pense que le Dr Kizerbo a couvert tous les éléments de la réponse. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je reviens vers vous, docteur Paluku. C'est une question qui vient du site ScienceDev, qui est posée par Béatrice Kazé du Cameroun. Il semble qu'au Cameroun, le ministre de la Santé a en juillet homologué des médicaments traditionnels comme traitement de la Covid, contre la Covid. Il semble qu'il y ait un débat sur l'efficacité de ces médicaments. Certains scientifiques contestant cette décision. Quel est votre avis sur les traitements traditionnels contre la Covid? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que sur ces questions, il y a tout un processus qui doit être suivi pour approuver l'efficacité d'un produit, quel qu'il soit. Il doit avoir certainement une phase préclinique, puis suivie de la phase clinique globalement, qui a 3 phases, évidemment avec un groupe témoin. Tous ces éléments doivent être réunis pour qu'on puisse conclure à l'efficacité, non seulement l'efficacité du produit, mais aussi si le produit est sûr de qualité, il ne peut pas avoir un impact négatif sur la santé. Quels sont les effets secondaires? C'est toutes ces questions auxquelles on doit répondre. Et les méthodes qui doivent être utilisées doivent être des méthodes scientifiquement admises par tout le monde. Maintenant, sur la question du Cameroun, je vous avoue que je n'ai pas suffisamment d'informations si toute la procédure a été suivie, quels ont été les résultats sur l'efficacité, sur les effets secondaires de ce produit durant les phases cliniques, durant les phases précliniques, pour pouvoir me prononcer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Alors, la dernière question sera beaucoup plus centrée sur les vaccins. C'est une question de Eugénie Kadejiso-Tosu du web magazine Afriquel. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent-elles recevoir le vaccin contre le coronavirus? Et aussi pour une personne qui a été testée positive au coronavirus, puis négative, combien de temps faut-il avant de pouvoir recevoir le vaccin? Ok, je veux commencer par quelque chose. Par rapport aux vaccins qui sont actuellement utilisés, pour ce qui concerne les femmes allaitantes, les recommandations actuelles, qu'on appelle les recommandations intermédiaires de l'OMS, recommandent donc d'utiliser les vaccins. Par rapport aux femmes enceintes, il y a 2 choses qu'il faut dire. La première, c'est que
les observations ont montré que les femmes enceintes sont plus susceptibles, surtout au 2e ou 3e trimestre, sont plus susceptibles à faire des formes sévères de coronavirus comparées aux femmes à l'âge de procréer non enceintes. Cependant, toutes les études actuelles sur les vaccins n'ont pas pris en compte les femmes n'étaient pas dans les études, les femmes enceintes. Donc, on a des données très, très limitées sur les effets en termes d'efficacité, en termes comme je l'ai dit, d'effets secondaires sur les femmes enceintes. Cependant, comme le vaccin qu'on utilise n'est pas un vaccin vivant atténué qui se réplique, ce que l'OMS conseille, c'est que devant cette situation, si une femme enceinte est vraiment à risque de faire le COVID, c'est-à-dire que si c'est une personne qui travaille dans la santé ou qui a des comorbidités, on doit faire une évaluation entre le risque d'attraper la maladie et le risque du vaccin. Et lorsque le risque d'attraper les maladies est très important, prenons que c'est un agent de santé, en ce moment-là, il pourra être vacciné, mais elle doit être informée sur, d'une part, l'efficacité, les données limitées chez la femme enceinte sur l'efficacité, les effets sur la grossesse. C'est ce qui est recommandé. Donc, il faut absolument de voir ça au cas par cas. Et lorsque les risques de COVID priment sur les risques de prendre le vaccin, elle doit être vaccinée. Par rapport aux personnes qui ont fait la COVID, on peut dire globalement, dans un contexte limité de vaccins, les études ont montré que ces personnes étaient globalement, généralement protégées pendant au moins 6 mois. Les données par rapport aux données les évidences que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc, la tendance est de recommander dans un contexte, je parle encore dans un contexte comme celui-ci où le vaccin est très, très limité, étant donné que chez eux, les données semblent montrer qu'ils sont protégés pendant 6 mois, alors il serait intéressant de donner d'abord les vaccins à ceux qui sont plus à risque et d'attendre 6 mois pour eux. Et donc, voilà ce qui est globalement recommandé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, donc vous avez parfaitement répondu aux questions. Merci énormément, Dr Gilson Paluku. Je rappelle que vous êtes chargé de la vaccination systématique au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous avons fait le tour de nos questions, donc j'aimerais aussi remercier le représentant de l'OMS en Guinée, le Dr Georges Kizerbo, et le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, le Dr Jean-Marie Yaméogo. Merci à tous les trois d'être restés un peu plus longtemps pour répondre aux questions des journalistes francophones. Merci aux journalistes et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. La numérotation nationale au Gabon a changé.